Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous accueillir dans un nouvel épisode du podcast et dans une nouvelle interview. Aujourd'hui, je reçois Emma de Aequus Learning. Elle est future, entre parenthèses, comportementaliste, et on va parler un petit peu de la lutte en faveur du bien-être équin et surtout tout ce qui est intersectionnalité avec les oppressions humaines et un petit peu comment on peut conjuguer tous ces mécanismes d'investissement en faveur du bien-être de tous les individus. Emma, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais commencer par te présenter, s'il te plaît? Coucou, merci à toi déjà de m'avoir invitée. Moi c'est Emma, donc Aequus sur Instagram. Pour l'instant Aequus Learning, ça changera peut-être dans un futur proche. À la base, moi de formation, je suis criminologue, donc je viens de terminer un master et je m'intéresse beaucoup aux questions des luttes sociales, des oppressions, des schémas de dominance, etc. Autant chez les humains que chez les animaux et les deux ensemble. Et à côté de ça, je suis future comportementaliste équin. Peut-être comportementaliste d'ici à ce que l'épisode sorte, je ne sais pas trop. C'est Euh, possible. voilà. Et on approche sans force, exploration de mouvement et scent-work. Et comment t'en es arrivé à lier un peu ces deux domaines, le monde du cheval, d'une approche sans force, et le monde de tout ce qui est criminologie, des choses comme ça? J'ai un gros talent dans la vie, c'est de lier tout ce qui m'intéresse par tous les moyens possibles. Et disons que j'ai découvert l'approche sans force. Enfin, je suis passée par Intrinsen, donc c'est avec ça que j'ai découvert l'approche sans force. Et j'ai découvert ça quasiment en même temps que j'ai commencé à découvrir la criminologie un peu plus critique. Donc la criminologie critique, c'est la branche de la criminologie qui s'intéresse au système de pouvoir, au système d'oppression. Donc il va voir la criminalité pas à un niveau uniquement individuel, mais aussi global. Et donc les deux ensemble, dans ma tête, ça a quand même fusionné assez rapidement, où plus j'en apprenais sur le cheval, sur notre manière d'interagir avec lui dans nos relations individuelles, plus j'ai commencé à me dire, tiens, mais en fait, ça ressemble quand même fort à ce qu'on fait avec les autres humains, et puis voilà, et j'ai avancé dans mes études, donc je me suis spécialisée de plus en plus, et j'ai avancé dans mon travail avec Zikos, donc j'ai appris de plus en plus, j'ai échangé avec de plus en plus de monde, et puis à un moment, ça a fait genre, waouh, j'ai compris un truc là. Je sais pas encore trop quoi, mais j'ai compris un truc. Et tu savais pas encore trop quoi, et maintenant c'est quoi? Comment tu l'appelles? Tu nommerais justement ces liens que t'as fait? Ouf. Est-ce que Oups. est-ce que c'est un nom? Je sais pas. Je dirais que je suis en constante déconstruction plus reconstruction, et pas seulement dans le domaine équin du coup. Mais après, lui donner un nom, j'ai du mal. Mon approche, je la qualifie d'antispéciste au maximum. Mais c'est un antispécisme qui est intersectionnel, donc j'essaye d'y ajouter toutes les autres oppressions, enfin, combat contre ces autres oppressions, du coup. Mais est-ce que ça a vraiment un nom? Je ne sais pas. Et donc justement, pour toi, c'est quoi définir un petit peu les mots que tu employais ici, qu'est-ce que l'antispécisme, l'intersectionnalité, voilà, est-ce que tu aurais un petit peu plus de définition de ces concepts pour les personnes à qui ça ne parle pas ou pas encore? Alors, le spécisme, la définition de base, c'est que c'est une discrimination systémique basée sur l'espèce. Donc, c'est le fait d'aller hiérarchiser les espèces humaines et puis non humaines surtout. Et en règle générale, on place l'humain par-dessus tous les autres animaux. Et puis après, le reste, c'est surtout culturel. On va aussi hiérarchiser les animaux entre eux. Certains vont être mis dans certaines catégories, etc. Donc, ça, c'est le spécisme. Et quand on veut aller contre ça, il y a plusieurs termes. Il y a l'antispécisme, c'est plutôt dans le monde un peu activiste, militant. Et puis, par exemple, la criminologie non spéciste, elle existe, mais du coup, on l'appelle non spéciste. Oui, c'est ma spécialisation. Voilà. Donc, ça dépend un peu du milieu duquel on vient. Il y a plein de termes différents, mais c'est en gros décider de rejeter cette oppression-là et, enfin, déjà de la comprendre et puis d'essayer d'aller contre. Euh, C'était quoi l'autre? Ah oui, l'intersectionnalité. Voilà. Ouais.
L'intersectionnalité, du coup, c'est un concept qui a d'abord été nommé par Kimberly Crenshaw, qui est une juriste et une professeure d'université afro-américaine ou africaine-américaine. Et elle parlait en fait de sa position en tant que femme noire, victime du coup à la fois du racisme et du patriarcat. Mais elle expliquait que c'est une position qui est extrêmement particulière parce qu'elle n'est pas victime du même racisme que les hommes noirs et elle n'est pas victime de la même misogynie que les femmes blanches. Et donc le fait qu'elle se retrouve à l'entrecroisement de deux oppressions, ça donnait une sorte d'oppression nouvelle, un peu différente, dont enfin, les dynamiques sont très différentes. Mmh. Et voilà. Et donc par la suite, ça a été aussi observé avec plein d'autres oppressions. Enfin, voilà, on peut en nommer énormément. Et maintenant, on parle aussi d'intersectionnalité, par exemple, dans les luttes sociales, parce qu'on essaye justement de comprendre à quel point tous ces schémas se rejoignent à certains points et avoir conscience de ça dans nos luttes, quoi, pour justement ne pas exclure certaines personnes qui, parce qu'elles rentreraient pas pile poil dans le critère de l'oppression comme on l'a définie à la base, se retrouveraient exclues. Et du coup, dans cette logique-là, mais les chevaux seraient oppressés? Ouais. Bah, si on part de la logique du spécisme, bah oui, clairement, parce que enfin, je pense que c'est très clair que l'humain est placé par-dessus tous les autres animaux. On utilise nos chevaux de manière plus ou moins douce, mais dans tous les cas, bon, on les utilise. Quand on regarde historiquement aussi, les chevaux, ils ont quand même servi à des choses du genre la colonisation, par exemple. Travailler dans les mines? Oui, ou travailler dans les mines. Enfin, ils ont servi à plein de choses qui étaient plus ou moins oppressive, que ce soit pour l'humain ou pour les chevaux eux-mêmes. Je dois dire autre chose, j'ai oublié déjà la question. Oui, on parlait justement de pourquoi ce terme d'oppression chez et quelque part pour complémenter l'idée, c'est, pourquoi est-ce que ça suffirait pas de dire: «On va penser au bien-être du cheval» et juste de lutter pour le bien-être du cheval? Pourquoi c'est important? Je développe la question Ouais. finalement de pourquoi Ah c'est oui, important aussi d'aller parler de cette idée que, bah, est-ce que les chevaux seraient oppressés et pourquoi? En quoi ils ouais. seraient oppressés? Oui, je sais ce que je voulais dire encore aussi, c'était que le cheval n'est pas victime uniquement du spécisme, mais justement, quand on regarde un peu les autres oppressions, on se rend compte qu'elles sont aussi reproduites dans le monde du cheval et envers l'individu cheval. Quand on voit comment sont traités les juments, par exemple, ou les termes qui sont utilisés pour définir les juments, on peut retrouver des termes qui sont quand même vachement sexistes et misogynes. Quand on regarde comment les animaux en mauvaise santé ou avec des handicaps sont traités, on peut retrouver quand même beaucoup de validisme aussi dans la manière dont on traite nos animaux Mmh. et, et nos chevaux. Donc on retrouve plusieurs formes d'oppression. Petit point pareil sur le terme validisme, je sais pas si tout le monde le connaît, donc si tu veux bien encore une définition, désolée. Ben, pareil, une discrimination basée sur la... Tiens, j'ai pas la définition exacte. Mais, donc une discrimination basée sur la capacité du corps et du cerveau à fonctionner comme la société a décrété que nos corps et nos cerveaux fonctionneraient. Mmh. Et donc en gros, c'est une discrimination contre le handicap. Mais le handicap sous toutes ses formes, ça peut être physique, ça peut être Mmh. psychique, ça peut être mental, ça peut être visible, invisible. Voilà. Je crois que j'avais pas capté qu'il y avait même cette notion d'intersectionnalité, mais qu'on pouvait même l'appliquer directement aux chevaux. C'est-à-dire, c'est pas juste la différence espèce, il y a aussi cette différence, bah, le sexe, parce qu'on parle de sexe chez les chevaux, si je me trompe. Oui. Enfin Hem, non, tu ne te trompes pas du coup. voilà, si je me trompe pas, enfin, il me manquait un mot. Bref, heu, ou l'âge, ou les capacités physiques, Ouais. c'est vrai que je l'avais pas encore, projeté comme ça. Presque même, là, ça me fait penser que, bah, en fait, un cheval de trait, on le voit pas du tout comme un cheval de sport, en fait. Et il y a déjà des différences de valeurs qui peuvent être attribuées, sur ce point-là, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut quand même juste nuancer le fait que Mmh, ça a pas forcément le même impact sur la vie du cheval mmh, que ça peut avoir sur la vie d'un humain, parce qu'un humain, il vit en société, il a quand même vachement plus d'attentes mmh. auxquelles il doit répondre et de besoins qui sont vraiment liés aux autres humains autour de lui. Donc le but, c'est pas non plus de comparer l'impact que ça a sur l'individu, mais par contre, quand on regarde le mécanisme, ouais, il peut être hyper similaire Mmh. chez toutes les espèces, en fait. Et justement, tu aurais un peu d'idée de ces mécanismes sous-jacents qui font qu'on ait
ces dynamiques-là? Je veux bien que tu développes ça. Ouais, Ce qu'on identifie un petit peu, hein, mais à quoi il faudrait porter attention? bah, globalement, dans le monde des cas, on a tendance à trouver que c'est un monde complètement séparé du reste. Parce qu'on se dit, ah, les moldus, là, ils connaissent pas les chevaux, ils connaissent pas l'équitation. Donc chez nous, on a nos propres systèmes de valeurs, notre propre culture, etc. Ce qui en soi est partiellement vrai. Mais le monde équin, il est dans le monde normal et il est dans un monde qui est quand même globalement régi par des valeurs, enfin des valeurs des systèmes capitalistes coloniaux et néocoloniaux, et un système très patriarcal et hétéro-patriarcal aussi. Donc à partir de là, c'est des systèmes qui se basent quand même pour exister sur l'oppression des autres et qui ont besoin pour pouvoir subvenir aux besoins énormes d'un minuscule petit groupe d'oppresser et d'utiliser tous les autres groupes autour, qui sont au final une majorité, mais qu'on divise quand même en minorités du coup. Ouais. Pour faire très Ouais, c'est simplifié, hein. Mais ouais, je voilà. veux dire, c'est quand même déjà bien, bien complexe, quoi. Oui, oui. Et hem et quelque part, est-ce qu'on n'oublie pas un peu les humains quand on se dit: «Bah, oui, mais quand on va nous comparer des minorités humaines, aux chevaux, est-ce que ça peut pas être réducteur, justement, pour ces minorités qui sont en souffrance?» Bah, c'est clair, et c'est pour ça que le but, c'est pas de comparer la souffrance en elle-même ou de comparer des pratiques, par exemple, ou de faire une comparaison. Enfin, c'est vrai que les comparaisons, on met la personne et le cheval juste à côté, qu'on dit, ah, regardez, c'est pareil, bah, ça va forcément invisibiliser, que ce soit l'un ou l'autre, c'est absolument pas le but. Mmh. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas de faire une comparaison de qui c'est qui souffre le plus ou quelle pratique est-ce qu'on retrouve dans les deux. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir d'où ça vient en fait et pourquoi ces oppressions elles sont tellement similaires. Parce que c'est quand même bizarre Ouais. d'avoir tellement d'oppressions différentes. On se dit tiens, ça se ressemble un peu, mais aucun lien. Je vois Aucun aucun lien? lien. Tu aurais comme ça des similarités pour illustrer un petit peu des exemples de ces similarités qu'on peut retrouver? Bah si je pense enfin, du coup, je fais ce que je viens de dire que je trouvais pas super cool, Mmh. mais je pense à la manière dont on va utiliser le corps de la jument, par exemple, versus comment on va Mmh. utiliser le corps de la femme. Et ça, c'est une de celles dont on parle vraiment pas tant que ça dans le monde équin. Mais, euh, mais bon, dans l'élevage, c'est quand même des pratiques qui sont pas toujours très consenties, par exemple. Et bah ça, pour moi, c'est quand même une similitude. J'essaye de prendre des qui sont pas Mmh. trop clichés, Ouais. mais ça me semble plutôt intéressant, par exemple. Mmh. Ouais, du coup, comment tu positionnes un peu, le côté, recherche de bien-être animal? Parce qu'en fait, on parle de chevaux aujourd'hui, mais Ouais. tu t'intéresses quand même, à l'animal en général. Dans cette dynamique-là, est-ce que vraiment quand on dit: «Je pense bien-être du cheval», on est forcément dans une lutte plus globale sur, justement sur les oppressions? Ou est-ce que, ça peut être des choses complètement séparées? Alors pour moi, ça peut pas être séparé. C'est parce que, enfin, la neutralité pour moi, c'est un concept qui n'existe pas. Donc a priori, si on ne fait rien, c'est que on est quand même très souvent du côté de l'oppresseur, qu'on le veuille ou non, hein, parce que c'est pas toujours conscient, mais ça aide à maintenir en place le système qu'on trouve problématique ou pas. Après, moi, ce qui me pose un petit peu problème avec le bien-être, que ce soit équin, humain, en ce moment, on parle beaucoup, quand on parle de bien-être équin, on parle aussi du bien-être humain qui va avec et tout, et qui est hyper important parce que si on va pas bien, on sait pas s'occuper correctement de nos animaux. Mais par contre, on va voir le bien-être à une échelle hyper individuelle et hyper individualisée. Et, euh, et en fait, bah, moi, ce que je me rends compte, c'est que souvent, le bien-être, il n'est pas accessible à des personnes qui ne sont pas blanches, qui ne sont pas valides, euh, qui ne sont pas riches. Il y a quand même, voilà. Et en fait, si ton bien-être il n'est pas accessible, bah c'est juste une vitrine du capitalisme et du néolibéralisme. C'est voilà. Bon, j'ai mon avis sur la question, hein. Mais donc pour moi, le bien-être est qu'un humain global. Il se cherche à l'échelle globale et à l'échelle individuelle.
Parce qu'on peut pas, en tout cas, moi, je vois pas comment on pourrait séparer les deux. On peut séparer les deux sur une journée, je veux dire, on n'est pas obligé Ouais. de penser tout le temps en termes de système, hein. Et si ta séance de méditation, elle te fait du bien, bah fais-la, c'est super. Mais par contre, c'est normal de ne pas forcément se sentir très bien quand on est face à un système qui ne correspond absolument pas. Et donc, c'est pas un problème individuel de se dire je m'adapte pas à ce système. Bah, peut-être qu'il est pas fait pour qu'on s'y adapte, en fait. Ouais, c'est Donc, ça. Des fois, vouloir tout voir à l'échelle individuelle, en fait, on va avoir tendance à nier tout ce qu'il peut y avoir autour, quoi. ouais, Et c'est même dire, bah oui, beh, mon cheval, il est pas bien, parce qu'il a pas de foin à volonté. Oui, mais en fait, le système fait que c'est très compliqué aujourd'hui de trouver un lieu ouais, d'hébergement où l'animal ou le cheval va avoir du foin à volonté. Donc c'est pas uniquement, l'individu qui n'en fait pas assez pour trouver la solution quelque part. On est un peu dans ces ouais, mécaniques à absolument, grande échelle. complètement. Et si on se retrouve dans un pays qui est en conflit, par exemple, nos chevaux, ils auront pas une belle vie, hein. C'est, enfin, voilà. Oui. Tout est Ouais. lié dans ce sens-là où on a. Ce qui est bien avec nos animaux, c'est qu'on a quand même beaucoup de marge de manœuvre, on va dire, par rapport à d'autres systèmes où ça peut être plus compliqué de trouver où est le levier qu'on peut avoir en tant qu'individu. Mmh. Mais avec nos animaux, on est quand même, j'aime pas trop, mais on est en contrôle de beaucoup de conditions. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire à l'échelle individuelle, mais ça suffit clairement pas. Il faut voir tout ensemble et pas dire c'est que l'individu ou bien c'est que Mmh. le système global. Ouais, parce que ça me fait penser, là tu dis: «Oui, on a des leviers, mais c'est pour notre cheval, en fait». Ouais, Mais finalement, si on regarde à l'échelle de alors, je veux dire de l'espèce, mais de la population équine, en France, en Belgique, puisque tu es en Belgique, enfin ou dans partout dans le monde, mais dans un pays donné, bah, nous, on va agir sur notre cheval, mais on peut pas forcément agir sur tous les individus directement, finalement, parce que c'est un ouais, mécanisme de système. voilà. Et c'est pour ça aussi que je trouve ça important de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire du coup au Mmh. niveau du système pour être juste une Ouais. toute petite poussière, mais qui va quand même un peu aller déranger tout ça, quoi. Mmh. Et comment on fait? Quand tu as des idées parce que justement, des fois, quand on regarde le système, bah, on se sent vite impuissante, en fait. Ouais. Je sais pas si tu vois un peu l'idée et dire: «Mais qu'est-ce que je peux faire à ma petite échelle?» au-delà d'agir pour mon cheval où je fais de mon mieux, mais finalement, comment on fait pour les autres individus? Mais je pense que c'est pour ça que déjà comprendre, c'est pas Mmh. chouette parce qu'il faut s'informer, il faut Mmh. lire, il faut regarder, il faut écouter, Mmh etc. mh. Mais comprendre ce qui se passe, c'est quand même déjà une clé importante Mmh. plutôt que de juste se dire ah, on va me dire quoi mettre en place et c'est bon, ça ira. Parce qu'en fait, ouais, il faut savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Mmh. Et moi, un truc que je trouve vachement important quand on parle du monde équin, où on est plutôt dans un bien-être dans l'interaction, du coup. Donc là, je parle moins du fait que il faut que les 3 F soient remplis, mais Mmh mh. plutôt dans la manière dont on va travailler, entre gros Ouais. guillemets, notre cheval. C'est déjà de remettre en question les narratifs et les discours utilisés, par exemple. C'est de se questionner sur les mots qui sont utilisés, c'est d'essayer de voir est-ce qu'il y a, par exemple, du spécisme dans ce qui est dit ici, où est-ce qu'il est, est-ce que moi je suis d'accord avec ce qui est dit ou pas, est-ce que ça rejoint mes valeurs à moi, est-ce que je peux le formuler différemment pour que ça rejoigne mieux mes valeurs, etc. Parce que quand on voit le truc dans ce sens-là, on se dit oui, mais ça va rien changer de changer le mot si on change pas l'action. Ouais, bah oui. Mais le fait d'avoir le bon mot va permettre de trouver la bonne action à avoir, en fait, par Mmh rapport mh. à ce que nous, on cherche. Donc, c'est quand même important de se poser, je trouve, la question sur ouais, les mots, les définitions Ouais. de ce qu'on dit. Et aussi parce que quand on entend beaucoup un discours, bah, mine de rien, il rentre. Et ça finit par Oui. normaliser des choses qui ne sont peut-être pas forcément normales ou qui ne devraient pas l'être. Tu aurais une idée justement de comment on peut reconnaître un discours spéciste? Tu me poses ces questions. Ah oui, hein. En fait, c'est la personne qui nous Ouais, écoute, comment on peut l'aider, ouais, ouais. comme concrètement à se dire, bah, OK, faut que j'identifie un discours spéciste, mais comment je fais pour identifier, bah, peut-être ces mots qui vont dire: «Ah ben là, là, il y a quelque chose qui est pas cohérent dans le discours» ou là, il y a le mot, bah, qui est un euphémisme pour autre chose ou Ouais.
Quelles pourraient être les pistes que tu vois? Bah, moi, un truc qui me vient assez vite, c'est parler de travail, par exemple, Mmh. ou du cheval qui doit, c'est quoi, gagner sa croûte en centre équestre, ou bien, mais pas que en centre équestre, hein, mais les discours genre ah mais je lui offre tout ce dont il a besoin, donc il peut bien faire ça pour moi. Ce Mmh. genre de discours, on peut être d'accord avec, c'est pas ça la question, mais c'est de reconnaître que c'est un argument ou c'est encore toujours le cheval qui doit servir à l'humain. On Mmh. n'est pas sur un truc de ah je cohabite avec mon cheval, on est sur une logique de j'ai envie que mon cheval me serve à quelque chose. Mmh. Après, il peut servir de plein de manières différentes. Ici, la question, c'est pas tellement la pratique, mais c'est le fait de voir cette phrase et de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire et Mmh. comment moi je la comprends et est-ce que je suis d'accord avec ou pas? Ouais, et c'est vrai qu'on parle souvent, d'amour inconditionnel pour nos animaux. Et moi avec Félix, j'ai le droit à le questionner, hein, l'amour inconditionnel, hein. Parce que quand on se retrouve avec un animal qui en fait, a peur de l'humain et qui va pas forcément chercher l'interaction, c'est: «Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je donne à cet Mhm. animal?» Et en fait, on se rend bien compte que mine de rien, on cherche quelque chose dans la relation. Et j'ai la chance d'avoir un Ouais. poney qui est curieux et qui vient chercher aujourd'hui la relation, mais finalement je pense c'est important aussi d'avoir conscience que, on cherche aussi quelque chose avec eux et que, on n'est pas toujours, dans le côté inconditionnel, quoi. C'est normal. Le but, c'est pas de, comment dire? J'aime pas le côté, j'aime pas parler d'extrême et tout, mais le but, c'est pas de basculer de l'autre côté et de se dire, Mmh. j'offre tout à mon cheval et j'attends rien en retour. Et c'est, même dans les relations humaines, c'est normal d'entrer en relation avec quelque chose qui nous apporte quelque chose de positif. Après, il Mmh. y a, faut voir ce que ça nous apporte aussi. Et à quelle échelle et à quelle fréquence. Et, le but, c'est pas de rentrer dans un côté hyper, financier. On va voir avoir limite un compte en banque de oui, mais moi je t'ai donné ça et du coup toi tu me dois ça. Mais par contre, forcément, si on prend un cheval, enfin prendre un animal, c'est déjà un acte égoïste à la base. C'est comme ça, c'est on a une Ouais, envie d'humain de partager notre vie ouais. avec un animal qui a rien demandé, mais c'est pas problématique. Ce Mmh. qui est problématique, c'est de pas s'en rendre compte. Mais une fois qu'on a conscientisé ce truc-là et qu'on y réfléchit et qu'on se dit ok, quel est l'équilibre que moi j'ai envie de trouver, ça devient déjà vachement moins Mmh. problématique. En tout cas, à mes yeux, c'est pas l'avis de Mmh. tout le monde, mais c'est mon avis à moi. Ouais, puis il y a ce côté, avoir conscience plutôt quel est le coût pour l'animal de ce qu'on lui demande, Ouais, en fait. Je pense qu'il peut vraiment entrer dans cette question de: «Est-ce que c'est juste ou pas?» En fait, ouais, qu'est-ce que ça représente pour lui, finalement, ce que je lui demande dans la relation? ouais. Et ça, on en revient à comprendre l'animal qui est en face de Mmh. nous Mmh. et pas décider que on sait mieux que lui. Ça aussi, bah, d'ailleurs, ça aussi, quand on parle des discours spécistes, c'est le côté je sais mieux que mon animal, surtout. Mmh mh. Pour certaines choses, oui, évidemment, forcément. Enfin, je veux dire, on est dans un monde qui est quand même vachement plus adapté à l'humain qu'à nos animaux de compagnie. Mmh. Donc, pour beaucoup de choses, on sait mieux et on est obligé d'imposer certaines choses Mmh. pour leur sécurité, pour leur bien-être, etc. Mais c'est pas forcément tout. Et je dirais que c'est même pas forcément la majorité de ce qui se passe dans notre interaction avec les animaux, quoi. Mmh. Dans la plupart des cas, c'est eux qui savent ce qu'ils ressentent dans leur corps, quelles émotions ils sont en train de ressentir, comment, enfin, voilà, et puis ils passent, quand je prends l'exemple des chevaux, ils passent quand même beaucoup plus d'heures sans nous dans leur journée que d'heures avec nous. Et ça, on n'a pas trop idée de ce qui se passe. Donc, ça aussi, Mmh. c'est quelque chose que je questionne quand je vois passer des choses enfin, des gens qui prennent des décisions pour leurs chevaux en se basant sur l'idée de je sais mieux que lui ce dont il a besoin. Bah, je vais me questionner, genre, est-ce que, en effet, dans ce contexte-ci, c'est vrai? Ou est-ce qu'il y aurait la possibilité de voir si le cheval, en fait, n'a pas quelque chose qui voudrait nous dire, qui pourrait nous aider à prendre une décision? Ouais, mais il parle pas le cheval. Bah, il parle pas, mais on peut l'observer, on peut lui donner des codes pour qu'il puisse nous aider à nous guider dans la bonne direction. C'est pas tout à fait perdu non plus, quoi. Mmh. Et puis de nouveau, ce truc de il parle pas, bah, ça met un peu le langage humain au-dessus de tout le reste. Tous les animaux ont une forme de communication. Ils communiquent, hein. C'est juste que Oui. ils sont. On est trop bêtes pour les comprendre, quoi. Ah, c'est pas mal formulé comme ça. Ouais, voilà. Ouais. Mais ouais, par contre, tu parlais tout à l'heure, ça fait un moment, mais enfin, de
Le fait de, ouais, ce qui va dépendre, bah, est-ce qu'on est assez riche pour pouvoir faire ça à l'échelle de l'individu, quoi. Et quelque part, je me dis, toutes ces luttes pour le bien-être animal, on pourrait se dire, mais est-ce que c'est pas quelque chose de privilégié, c'est pas être privilégié aujourd'hui de pouvoir défendre le bien-être animal quand bah il y a beaucoup d'humains qui souffrent. Comment on conjugue ça avec l'idée de je veux être en faveur du bien-être animal, mais je ne nie pas les besoins des humains, et même au contraire. Alors déjà pour le privilège, je dirais à la fois oui et non. Oui, dans mon cas, enfin, je suis blanche, je suis riche, enfin riche, je suis de classe moyenne, mais donc je suis riche par rapport à une très grande partie de la population. Donc oui, dans mon cas, c'est clairement un truc de privilégié. C'est moi qui décide enfin, c'est moi qui ai ce privilège et qui décide où le mettre. Et c'est pour ça que je trouve que mon approche doit absolument être intersectionnelle. C'est parce que je ne vois pas un bien-être animal sans un bien-être humain. Et même pas bien-être, mais juste une liberté, quoi. Mm. Vraiment un truc de base où les humains sont capables de vivre. C'est déjà un bon Ouais. début. Et les animaux aussi, du coup. Et je ne pense pas qu'on puisse avoir une liberté animale sans avoir de liberté humaine et inversement. Mm. Parce que personne n'est libre tant que tout le monde n'est pas libre, etc. Ce genre de discours. Par contre, il faut quand même aussi dire par rapport aux luttes animales, à la base, le véganisme, l'antispécisme, ça s'appelait pas comme ça, mais ça vient des communautés BIPOC, donc noirs, autochtones et personnes de couleur. C'est ces peuples qui avaient une approche de l'animal beaucoup plus saine que ce qu'on a maintenant. Par rapport à la consommation de l'animal, c'est quelque chose qui a été vraiment entraîné par le colonialisme. Il y a énormément de peuples qui n'avaient absolument pas la même consommation, la même relation à l'animal avant. Et donc en fait, nous, on a des académiciens américains qui ont été collés des noms sur ces principes-là, mais ils existaient bien avant, et on oublie que à la base, ça vient de communautés qui ne sont pas forcément privilégiées. Bon, il y a des gens privilégiés Ouais. dans toutes les communautés, etc., parce qu'on a plein de... Enfin, il y a un concept super intéressant, c'est la roue des privilèges et du pouvoir. Et en gros, ça montre toutes les différentes cases dans une société sur lesquelles on peut être plus ou moins privilégié. Et donc, Mm. globalement, quasiment tout le monde aura une espèce d'étoile, parce que voilà, on a tous, à part un homme cis, blanc, riche, hétéro, à la limite, Ouais. peut-être qu'il coche toutes les cases, Et encore, faut mais pas et qu'il ait de encore, problèmes de santé, qu'il soit pas trop voilà, vieux, que. voilà. Ouais. Donc, globalement, on est tous privilégiés sur certaines choses et beaucoup moins sur d'autres. Mais donc, oui, c'est pas toujours un truc de privilégié, mais je dirais que si on regarde la France et la Belgique, oui, globalement, le mouvement, il est quand même porté par des personnes qui sont très, très privilégiées, quoi. Mm. Mais finalement, oui, en fait, cette intersectionnalité, et je trouve ça super intéressant de savoir que ça vient justement des personnes BIPOC, et de se dire qu'en fait, bah, c'était déjà là avant qu'on mette des noms dessus. Bah, oui, oui. Voilà. C'est-à-dire que on a ces systèmes qui existent, et mettre des noms, bah, c'est juste finalement le conscientiser, le formuler, mais ça existe toujours même si on le nomme pas. Oui. Oui, et puis bon, on est occidentaux, on aime bien récupérer des concepts des autres et les mettre à notre nom, hein. Voilà. Si on Tu voit dit quoi, oppression? l'histoire, voilà, l'histoire du terme spécisme, à la base, il est arrivé avec Ryder, si je ne me trompe pas, et puis il y a d'autres Américains blancs qui ont repris le terme, qui l'ont fait entrer vraiment dans les cercles académiques. Mais avant ça, c'est des femmes blanches, mais des femmes qui en parlaient et qui étaient dans les luttes animales et tout. Et ça, c'était pas pris au sérieux, quoi. C'était des histoires de bonnes femmes et elles avaient leur sensibilité mal placée, etc. Et justement, pourquoi elles s'occupent pas d'autres groupes, etc. Et une fois que ça a été repris par des hommes, là, tout à coup, ça a pris un peu plus de sérieux. Comme d'hab. Donc voilà, donc on voit vraiment tout, on, on voit presque une ligne du temps des personnes qui ont été Mmh. silenciées à chaque fois, quoi. Mmh. Ouais, il y a comme une appropriation du truc, et une fois que c'est approprié par les majorités, et ben, en fait, c'est là que ça devient, plus porté, plus visible, quoi. C'est fou. Ouais. Mais Qui ne c'est sont vrai au que final même pas une majorité si on regarde à l'échelle de la planète, hein. oui, Mais juste ceux qui ont le pouvoir entre les mains, quoi. les groupes majoritaires dans le système, oui, voilà, Ouais. le plus de pouvoir. C'est vrai que j'avais vu cette info-là que, l'histoire de la protection animale
En France, en tout cas, ça a été porté par des femmes. Il y a un siècle ou plus, finalement, les premières à s'investir, c'était des femmes. Mmh. Aussi parce qu'il y a cette ressemblance Mmh. dans la manière dont on traite les animaux et dans la Mmh. manière dont on traite les femmes. Mais il y a un, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, il y a Myriam Baafou, qui est une philosophe écoféministe qui parle beaucoup de la lutte antispéciste, du véganisme, Mmh. etc. Beaucoup de l'afro-véganisme. Hyper intéressant. Et je pense à ça parce que je pense à l'écoféminisme qui, du coup, oui, est vraiment le lien entre écologie, bien-traitance animale et lutte anti-patriarcale, on va dire. Et c'est vachement intéressant comme sujet. Ouais. Après, parfois, on est sur des mots qui font peur, là. Quand on parle d'antispécisme, quand on parle de lutte féministe antipatriarcale, voilà, les personnes qui m'écoutent vont pas forcément se reconnaître dans ces mots-là, aujourd'hui. Parce qu'ils sont aussi connotés par un système, de ce côté qui peut être perçu comme extrémiste. Finalement, en quoi c'est logique, quand on se questionne autour du bien-être animal, d'aller sur ces questions qui finalement, c'est juste quand on parle d'antispécisme, c'est de questionner un mécanisme plus systématique et pas de s'arrêter à l'échelle de l'individu. Oui, c'est tout, Voilà. t'as tout dit. Voilà, ben oui, l'individu peut pas vraiment s'épanouir s'il n'a pas le système autour qui lui permet de s'épanouir. Donc, enfin, il y a des choses à faire à tous les niveaux, mais il faut aussi agir à tous les niveaux. Après, je dis pas que tout le monde doit agir à tous les niveaux. Je pense que tout le monde doit choisir les points qui lui sont accessibles. Justement, ça aussi, quand on parle de l'intersectionnalité dans les luttes, on peut pas attendre la même chose de tout le monde. Ce n'est pas une possibilité. On a tous, enfin tous, nos capacités, nos points forts, nos points faibles, des difficultés, des privilèges Ouais. ou non. Donc il faut faire des choix et voir ce qui nous parle le plus. Mais je pense qu'il faut quand même être conscient que tous ces niveaux existent Mmh. pour aussi comprendre et pas tomber dans un discours qui est hyper individualiste et qui peut être hyper culpabilisant. On va dire que c'est la personne en elle-même qui fait pas d'efforts, qui est aussi d'ailleurs un discours très néolibéral, mais on va Très vraiment présent. culpabiliser. Voilà, très présent et très présent même dans la sphère bien-être humain en Mmh. fait. Parce qu'on va dire ah mais fais un petit peu d'effort ou gère tes émotions ou ce genre de Ouais. choses. Ou Ouais. ouais, on se retrouve à vraiment oui culpabiliser les personnes pour Mmh. des choses que elles ne peuvent pas changer, en Mmh. tout cas pas seules. Mais Oui, il y ou a des pas leviers maintenant, d'action. ouais. Voilà. Mmh. Oui, non, mais c'est vrai que moi, je le vois, enfin, avec la dépression, en fait, il y a des choses que on ne peut pas faire. Moi, je vais Mm. mieux aujourd'hui, mais j'ai une période très compliquée. Mais en fait, j'arrivais pas à faire autant que je voudrais pour mes chevaux, pour le bien-être de mes chevaux. Et c'est aussi conscientiser que, bah oui, mais forcément, on n'est pas capable de tout faire à un moment donné. Et c'est pas parce que le système te dit il faut absolument que pour le bien-être du cheval, il y ait les 3 F, qu'il y ait des enrichissements, machin, que toi, en tant qu'individu, tu es capable de le faire ici et maintenant, quoi. Clairement. Et le but, en tout cas, des mouvements, enfin, de la plupart des mouvements qui se veulent intersectionnels, du coup, c'est aussi de lâcher cette idée de perfection, quoi, de faire à Mmh. son échelle ce qu'on est capable de faire, qui ne veut pas dire faire aucun effort, parce que c'est comme ça, se remettre en question, conscientiser des choses, changer des choses, ça demande de l'effort, c'est inconfortable. Il faut Mmh. accepter que parfois, pour le bien commun, on va devoir faire des efforts, c'est comme ça, mais c'est pas censé être des efforts insurmontables. Mmh. C'est des efforts qui doivent être à l'échelle de l'individu accessibles. Enfin, on cherche pas Mmh. à être hyper confortable, à trouver ça génial tout le temps parce que c'est pas possible. On parle de sujets qui sont graves, on parle de sujets qui Ouais. où forcément on a des émotions Mmh. très négatives en y pensant, Mmh. etc. Mais on est capable tous d'y faire quelque Mmh. chose à notre échelle et en choisissant les points d'action sur lesquels on est capable d'agir. Mmh. Puis ça me fait penser qu'en fait, si on veut que ce soit plus facile à l'échelle individuelle, bah, si on a un système qui est plus adapté, en fait, ça amènerait plus de facilité à l'échelle individuelle. Quelque part, Oui, la problématique du système global, c'est que, bah, on ramène tout les difficultés à l'individu, mais que si on arrivait à faire bouger un petit peu, faire plus de bien-être global,
d'équilibre, de prise en compte de l'individu, parce que c'est quand même ça le cœur des luttes, Ouais, ça serait plus facile à l'échelle individuelle et ça serait plus un truc insurmontable, pour les personnes, enfin, pour le plus de monde en tout cas, ça serait plus accessible. ouais, Heu, c'est un peu ça le but de ce genre de changement, quoi, ouais, il me semble. oui, oui, oui. Et donc finalement, moi, en tant qu'individu, qui aimerait bien que les chevaux aient une vie un petit peu plus facile, que les humains aient une vie un peu plus facile, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que enfin, sans me dire directement: «Je vais m'engager à fond dans une lutte antispéciste» ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on peut se dire à notre petite échelle? Donc il y avait ce que tu disais, le comprendre. Je dirais que la base de tout, c'est clairement s'informer. Mmh. Après, ce que je trouve plutôt chouette, et de nouveau, c'est très privilégié, mais Mmh ce mh. qui est chouette avec nos animaux, c'est qu'on peut tester énormément de Mmh. choses sans que ça ait un impact phénoménal dans le reste du monde, quoi, on va dire. Ce qui ne veut pas dire que ça n'impacte pas, parce Mmh. que comme je disais, même les petites actions, mais qui vont contre l'idéal du Mmh. système, c'est quand même déjà ça. Euh, mais on peut voir en fait ce que ça fait d'interagir avec son cheval sans Mmh. coercition, par exemple, d'essayer d'avoir une relation qui est la plus équilibrée, égalitaire possible, essayer de, au moins juste avec notre cheval, percevoir les biais spécistes qu'on a et aller contre. C'est un bon entraînement en fait pour tout le reste. Ce qui ne veut pas dire que c'est moins important ou plus important ou quoi que ce soit, mais si on a un peu peur de s'engager dans tout le reste trop rapidement, ce qui d'ailleurs n'est pas nécessaire, on peut y aller à Mmh. notre rythme et voilà, c'est normal, on a besoin de Mmh. s'informer et je pense qu'on fait des choses mieux quand on prend le temps et qu'on va pas tout à coup se dire ah ok ça c'est ce que je veux et j'y vais à 100% et je comprends pas ce que je fais mais je le fais quand même. Mmh. Mais donc essayer d'avoir une approche qui est un peu plus intersectionnelle avec notre cheval, c'est déjà, je trouve, un très bon début. Et souvent, bah, ça nous ouvre la porte vers Mmh. d'autres compréhensions d'oppression, Mmh. parce que bah, on échange avec des gens qui sont plus ou moins avancés sur certains sujets ou qui s'y connaissent mieux sur certaines luttes que sur d'autres. Et personne est, personne connaît tout, et c'est Ouais. normal. Et il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux. Il y a aussi des gens dont c'est le métier et la vie entière de se renseigner sur ces choses-là. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y a des choses minimales qu'on peut faire, même si c'est pas très confortable, sans pour autant être vraiment pas bien et culpabiliser. Et Mmh. voilà. Être conscient, ça veut pas dire culpabiliser tout le temps non plus, quoi. Ouais. Des fois, c'est pas facile, mais Oui, bah c'est clair. Mais pour tout le monde, hein. ouais. Moi, j'en parle assez librement et tout, parce que maintenant, je suis assez à l'aise avec ma position qui change relativement souvent, mais je suis à l'aise avec cette idée-là. Mais faut pas croire, c'est inconfortable pour tout le monde. Tout le monde doute, tout le monde se dit que qu'elle connaît pas assez. C'est comme ça. Et je pense qu'il faut accepter ça aussi quand on veut changer d'approche, quand on veut ouais essayer de changer quelque chose, peu importe à quelle échelle, c'est inconfortable. L'humain n'aime pas le changement. Mais je crois que c'est important de le dire, en fait. Parce que des fois, on se dit, on a l'impression, bah oui, mais les gens en face, surtout via les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est facile Ouais. et tout. Et en fait, non, pas du tout. On se pose tous plein de questions et on fait des essais, on fait des erreurs et on apprend et c'est important aussi. Oui, et ça devient vachement moins difficile quand on arrive à cerner aussi des choses qui nous parlent plus et les choses sur lesquelles on est capable d'avoir plus d'action. Je sais pas si j'ai un exemple concret. Bah, si je dois être très concrète pour moi, c'est que je suis nulle pour vraiment vulgariser des choses. Je partage pas du contenu qui est très grand public et tout parce que ce n'est pas là-dedans que je suis forte. Moi, je suis meilleure pour réfléchir avec ce que je sais déjà. Donc, j'essaye d'assembler les pièces du puzzle et tout. Et j'essaye de partager ça, et de temps en temps, j'ai des gens qui me disent ah waouh, j'y avais pas pensé comme ça, ou bien tiens, ça m'a fait réfléchir à ça, ou bien tiens, j'ai l'impression qu'il te manque cette information, tu veux peut-être ajouter cette information à ton puzzle, etc. Et moi, c'est là-dedans que je me nourris. Et je pense que ça a, au final, de l'impact, tout comme ça a de l'impact de partager des informations qui sont vulgarisées, qui sont grand public, et qui aident à tirer les gens et à les ramener dans des mouvements. Ouais. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, je suis rentrée dans les questionnements sur les mécanismes systémiques
par les questionnements envers le cheval. Mmh Je mh. suis rentrée j'ai découvert un Intrinsène avec les questionnements sur l'autonomie et tout, que j'ai creusé ensuite, et ça m'a amené au questionnement sur l'éducation positive, au questionnement sur le féminisme. J'ai pas d'enfant, mais les parallèles entre l'éducation du Mmh. cheval et l'éducation des enfants et les systèmes d'éducation sont incroyables, et finalement, voilà, ça ouvre les portes, finalement, de se rendre compte que, si on prend un point de vue systémique, et ben, on trouve les parallèles dans les systèmes chez les Ouais, différentes, formes d'oppression et différentes personnes oppressées, je trouve. ouais, complètement. Et c'est ça aussi, il faut trouver la porte d'entrée qui nous correspond. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ma discussion avec Emma n'est pas terminée, et on se retrouve donc dans le prochain épisode pour continuer à creuser toutes ces thématiques et notamment de parler de comment l'autonomie du cheval s'intègre dans cette réflexion. En attendant, n'hésite pas à nous partager tes retours sur cet épisode à Emma ou à moi, et on se retrouve très vite pour la suite de cet échange. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!